Nous allons parler de l'habitat intergénérationnel dans l'habitat social, abordable et privé. Nous allons discuter de ce dont il s'agit avec notre invité qui connaît bien le sujet, David Meillard, qui est le directeur général adjoint de Réciprocité. Bonjour David. C'est David Ménard, mais enchanté de Frédéric et merci pour votre invitation. Donc, je suis directeur général adjoint de Réciprocité. Est-ce qu'on peut parler directement de votre concept de l'habitat intergénérationnel et après on reviendra de la genèse, qui vous êtes, etc. Donc, on a créé donc, une nouvelle forme d'habitat il y a 12 ans, au moment où on a créé l'entreprise. Donc, l'habitat intergénérationnel afin de répondre à trois problématiques sociétales que sont le vieillissement de la population, le délitement du lien social et la paupérisation des ménages au sens large. Et donc l'objectif de cette nouvelle forme d'habitat était à la fois d'accompagner ce qu'on appelle aujourd'hui le virage domiciliaire ou la transition démographique, alors, qui sont deux choses différentes. Mais en gros, cette nécessité de permettre à des personnes âgées de vieillir le plus longtemps possible chez elles. Et cette forme d'habitat leur permet de le faire en rompant l'isolement de ces personnes. C'est-à-dire que le constat qu'on a fait, c'est que ce qui fait que des personnes âgées quittent leur domicile, enfin, il peut y avoir plein de raisons, des raisons physiques, hein, des raisons de difficultés liées à des pathologies liées à l'âge, mais il y a aussi, pour beaucoup d'entre elles, des raisons d'isolement social. Et c'est à ces deux raisons, à ces deux causes qu'on cherche à s'attaquer à travers l'habitat intergénérationnel, en proposant un habitat adapté, au sens de l'organisation spatiale du confort proposé par un logement, et également un habitat accompagné avec une mixité de générations, des jeunes, des familles et des personnes âgées, pour que les personnes vieillissantes se sentent le plus entourées possible et le plus longtemps possible. Si je veux provoquer un petit peu, je dirais que tous les logements, en fait, tous les bâtiments sont intergénérationnels. On marche dans la rue, on voit des bâtiments, ils sont tous intergénérationnels. Alors, c'est particulièrement juste, et je suis assez sensible à cet argument, puisque moi-même, qui ai toujours vécu dans l'habitat collectif, ai toujours fait ce constat que j'ai cohabité, d'une certaine manière, avec des gens plus âgés que moi et des gens plus jeunes que moi. Alors, évidemment, il y a 15 ans, il y avait beaucoup de gens qui étaient plus âgés que moi. Ça devient un petit peu moins le cas au fur et à mesure que j'avance en âge, mais j'ai notamment souvenir d'avoir toujours eu, parmi mes voisins, des personnes relativement âgés, voire très âgés. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Et c'est exactement ce qu'on cherche à produire et à reproduire à travers l'habitat intergénérationnel dès la livraison des projets, ce qui n'est pas forcément un acquis dans la production d'œuvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière de produire du logement fait qu'on place des habitants dans des cases, à mon avis, pas à juste titre. Donc, les résidences étudiantes pour les résidences pour les étudiants, les résidences jeunes actifs pour les jeunes actifs, les résidences seniors pour les personnes âgées. Or, nous, notre propos est de dire on développe une forme d'habitat qui s'adresse en un seul ensemble à des jeunes, des familles, des personnes âgées, parce qu'on est convaincu que la cohabitation entre ces générations sera bénéfique non seulement pour les seniors, mais aussi pour tous les autres. Et la deuxième distinction que je ferai par rapport à ce que vous dites, c'est que contrairement à l'habitat traditionnel, constitué depuis des années, qui s'est progressivement rendu intergénérationnel au fur et à mesure que des gens ont quitté leur logement et ont été remplacés par d'autres. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est à créer de vraies solidarités entre les personnes qui s'installent dans ces résidences. Et ce faisant, on les accompagne à le faire. On a même créé un métier pour le faire qui s'appelle gestion animation, sur lequel on va revenir. C'est-à-dire qu'en fait, après, on dira qui réciprocité pour bien comprendre, vous n'êtes pas bailleur ni promoteur, mais vous apportez la solution. Euh, il y a dans un habitat intergénérationnel, selon réciprocité, il y a des logements qui sont adaptés aux seniors, des logements qui sont adaptés aux familles, des logements qui sont adaptés aux étudiants, ou tous les logements sont adaptés aux seniors, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En design universel. Comment ça marche? Alors, c'est une excellente question. Donc, en l'occurrence, ce qu'on a établi à l'origine, et c'est encore un sujet très important, c'est que l'ensemble des logements dans une opération doivent être évolutifs pour que chacun des logements, évolutif mais aussi non stigmatisant. Donc l'objectif est que toute personne voulant s'installer donc, dans nos résidences puisse s'installer dans chacun des logements qui est proposé et que chacun de ces logements puisse être évolutif pour accompagner le vieillissement et les difficultés, pas seulement liées à l'âge d'ailleurs, que peuvent rencontrer les personnes au cours de leur vie.
Donc ça, c'est plutôt, je dirais, la théorie. Dans les faits aujourd'hui, il n'est pas rare que dans certains de nos projets, on isole, entre guillemets, alors, on isole, c'est pas le bon terme, qu'une partie des logements, compris dans un ensemble, fasse l'objet d'un effort particulier de conception pour y accueillir des personnes vieillissantes. Mais on reste très attaché à cette notion d'habitat non stigmatisant pour que chacune de nos résidences puisse accueillir également des jeunes et des familles. Et le gros sujet pour advenir à cet objectif, c'est la programmation de ces formes d'habitat qui doivent toutes accueillir des petits logements, des logements de taille moyenne et des grands logements pour pouvoir accueillir des jeunes, des personnes âgées et des familles. Et ça, c'est un principe absolument essentiel. Et dans certains de ces logements, plutôt les T2 et les T3, il y a des adaptations qui peuvent être envisagées et tous les logements correspondent à des standards qui permettent d'évoluer au fur et à mesure du vieillissement des personnes. Évolutif. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut rendre évolutif? Alors, dans un logement aujourd'hui, on peut rendre pas mal de choses évolutives. Donc, d'ailleurs, pour être tout à fait sincère, entre le moment où on a créé ces nouveaux objets et aujourd'hui, les cahiers des charges des bailleurs sociaux eux-mêmes ont largement évolué, si je puis me permettre, pour intégrer cette dimension évolutive dans leur propre cahier des charges. Donc, je peux vous donner un exemple. Par exemple, les, euh, les espaces sanitaires, qu'il s'agisse des toilettes ou des salles d'eau, sont souvent ceux dans lesquels on doit intégrer des barres de maintien pour que les personnes âgées puissent se relever plus facilement ou s'asseoir plus facilement, en fonction qu'on parle des toilettes ou des douches. Ce sont des éléments qui sont considérés comme pouvant être stigmatisants. C'est-à-dire que si je vous dis demain, vous installez dans un logement où il y a une barre de maintien dans les toilettes et un siège rétractable dans la douche, vous allez me dire, mais attendez, je suis pas un petit vieux, foutez de ma gueule, et je pense que vous aurez raison. Donc, une manière d'aborder, d'anticiper cette évolution et de construire des projets qui prévoient des parois renforcées au sein des salles d'eau et dans les toilettes pour faciliter l'installation de ces barres de maintien et des sièges rétractables dans les espaces sanitaires. Car dans l'habitat traditionnel, il n'est pas rare que l'installation de ce type de dispositif ait pour conséquence un écroulement du mur parce qu'il n'est pas prévu, il n'est pas prévu pour. C'est un exemple. Est-ce qu'il y a une limite au côté évolutif? En fait, si je vous dis, écoutez, il y a quelques années, on parlait dans l'évolution, côté évolutif, on parlait des cloisons coulissantes, des cuisines aménagées qui bougeaient en hauteur, etc. Est-ce qu'en fait, dans votre concept, il y a une limite, en fait? Aucune. Une limite peut-être de faisabilité, puis il y a une limite auquel les gens ne demandent plus, en fait. Ne demandent pas d'avoir des parois coulissantes. Alors, je vous donne mon avis. Il n'y a aucune limite, si ce n'est donc aucune limite intellectuelle, si ce n'est celle du coût de revient, évidemment, pour l'opérateur, et celle, que vous donnez à juste titre, du besoin auquel va répondre cette adaptation. Nous, notre sujet, c'est de dire, on veut développer le plus possible cette forme d'habitat, donc il faut qu'elle soit la plus, comment dire, rationnel possible, tout en répondant aux besoins qui nous paraissent essentiels, fondamentaux de la part des personnes âgées. Donc, notre cahier des charges est relativement simple en la matière pour permettre une évolution facile des logements sur des sujets fondamentaux, tels que les espaces sanitaires ou tels que, par exemple, l'installation d'éléments domotiques simples, comme les volets roulants électriques et domotisés. Donc, on n'est pas forcément des technophiles à tout craindre. Par contre, il faut prévoir des choses essentielles. Après, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des évolutions un peu plus complexes. Il faut juste qu'elles soient abordées au départ et qu'elles répondent, de mon point de vue, aux vrais besoins des personnes. On peut aussi imaginer, par exemple, dans certains ensembles, que un espace, un studio puisse être rattaché à un appartement plus grand, un T2, pour permettre demain à une personne âgée d'accueillir un aidant, qu'il s'agit d'un aidant familial ou professionnel, D'accord. qui passera la nuit dans le studio à côté de son appartement. C'est une évolution possible. Il y a plein d'évolutions possibles. Aucune limite, encore une fois, si ce n'est celle du bon sens et de répondre à la réalité des besoins des personnes. Tout à l'heure, vous avez parlé alors ça sera avec mes propres mots, vous avez parlé d'un métier qui sert j'allais dire, de cohésion intergénérationnelle, je dirais ça comme ça. Est-ce que vous expliquez en fait ce métier et à quoi ça sert?
Avec grand plaisir, parce que je pense que c'est aujourd'hui ce qui fait notre principale singularité, à la fois de réciprocité en tant qu'entreprise et de l'habitat intergénérationnel. Donc, on a imaginé et depuis très largement épaissi donc ce métier de gestionnaire animatrice. Je le féminise, puisque aujourd'hui, la totalité des personnes qui font ce travail chez Réciprocité sont des femmes. Il va sans dire que c'est un métier qui pourra être demain aussi exercé par des hommes, qu'il a été d'ailleurs chez Réciprocité. Donc, ce métier de gestionnaire animateur animatrice, il a pour mission essentielle de construire le lien social au sein de l'habitat et au sein des espaces partagés qu'on intègre systématiquement dans nos résidences intergénérationnelles. Je ne l'ai pas évoqué, mais c'est une nécessité absolue, c'est même un prérequis. Donc, en général, on installe des maisons des projets qui font entre 80 et 120 mètres carrés et qui sont en pied d'immeuble pour être ouvertes également sur le quartier, sur le territoire, pour pouvoir accueillir d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes âgées ou pas. Et donc, le rôle de ces gestionnaires animatrices, c'est de gérer au sens le projet social, le projet de vie, dans lequel chacun des habitants vont s'impliquer en fonction de leurs souhaits. On n'oblige personne à venir dans nos maisons des projets. Voilà, c'est un petit clin d'œil, mais c'est une réalité. C'est qu'on a parmi nos résidences au sein de nos résidences intergénérationnelles des gens qui s'intéressent pas forcément à bénéficier donc régulièrement de la maison des projets, de ce qui s'y passe. Ils sont les bienvenus, et s'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas, et il y a des gens qui viendront pas, voilà, jamais. Et le métier donc, de nos gestionnaires animatrices, c'est de rencontrer la totalité ou l'essentiel des personnes qui s'installent dans ces résidences et de construire avec elles les modalités du projet de vie collective qu'elles vont mettre en place ensemble, en lien avec des partenaires locaux, qui peuvent être le CCS, qui peuvent être le centre social, qui peuvent être des associations locales, qui vont elles aussi contribuer à la vie de ces maisons des projets pour organiser des ateliers sur des thèmes liés à la nutrition, au sport, aux arts créatifs, bref, tout ce qui peut réunir différentes générations autour d'un temps commun. Et tous ces temps sont en réalité des prétextes. Ce sont des prétextes à la rencontre et au lien de solidarité entre les personnes âgées et les autres, parce qu'on est convaincu qu'effectivement, ça permet de mieux entourer les seniors, mais aussi de permettre aux autres générations de bénéficier de cette transmission de savoir que peuvent initier des personnes plus âgées. Quand un habitat intergénérationnel ouvre, les habitants, les futurs habitants sont au courant du projet. Ils adhèrent, j'imagine, au projet. Est-ce qu'ils doivent adhérer au projet forcément? Et est-ce qu'il y a une typologie particulière de personnes? Parce que moi j'imagine quand j'arrive chez moi j'ai trois voisines, hein. Quand j'arrive chez moi, j'ai pas envie de leur parler, hein, pas forcément. Donc, je suis pas vraiment forcément dans le moule. Est-ce qu'il y a un profil de personne et est-ce qu'en fait les gens adhèrent au début une sorte de charte ou quelque chose? Dans la mesure où on a, donc votre question est très bonne, dans la mesure où on a développé ces projets dans l'habitat social initialement, mais également donc, dans l'habitat abordable et beaucoup en mixité avec de l'habitat social et de l'habitat privé, dans le cadre de copropriété, on l'a fait aussi. Mais je reviens donc à ma première affirmation. Dans l'habitat social, ce que nous disons, c'est que il y a une obligation de la part de la réciprocité à informer tout le monde. Pour vous répondre, oui, tout le monde est informé de la dimension intergénérationnelle du projet, de l'existence des espaces partagés et de la non-obligation qui leur sera faite de les utiliser. Donc, obligation d'information. Par contre, aucun entretien de motivation, aucun entretien préalable à l'installation de personnes dont on sait qu'elles sont fragiles en termes de pouvoir d'achat, voilà, dans un logement. C'est une barrière qu'on s'est fixée il y a des années. C'est pas un dogme, c'est plutôt pour épouser la nécessité d'un logement social à visée universelle, qui ne doit pas mettre des barrières à l'entrée, alors même qu'on sait qu'on en manque. C'est ça, bien Donc, sûr, c'est ça, voilà. c'est ça. C'était derrière, c'était ma question, bien sûr. Donc, pas de barrière à l'entrée, aucune barrière à l'entrée, mais une obligation d'information de la part de réciprocité de ses partenaires sur la dimension intergénérationnelle du projet. Et ensuite, de fait, on a donc, parmi les gens qui s'installent, des gens qui viennent pour le projet, on en a de plus en plus, c'est-à-dire qui ont demandé à s'installer ici pour bénéficier de ce projet, parce que vous imaginez bien qu'on fait force communication en partenariat notamment avec les collectivités en amont de la livraison de ces projets, réunions publiques, communication sur les réseaux sociaux, dans les papiers locaux. Donc, on se fait connaître avant la livraison du projet et on a des gens qui viennent
parce qu'ils trouvent ça super. Ils disent, c'est génial, je vais pouvoir passer ma retraite ici, parce que je suis séparé, ou veuf ou veuve, ou juste en couple, hein, pour certains d'entre eux. Et puis, on a des gens qui viennent pour avoir un logement. Et ceux-là, ils sont aussi les bienvenus. Et parmi eux, il y en a qui vont petit à petit contribuer au projet, et puis il y en a d'autres qui s'en désintéresseront, et c'est pas pour ça qu'ils seront mis sur le... Réciprocité. Ce projet a été créé, porté par Réciprocité. Est-ce qu'on peut avoir une présentation de Réciprocité? Donc, pour être tout à fait précis. Donc les projets dont je parlais, d'habitat intergénérationnel, ont été effectivement initiés par Réciprocité, et ensuite été développés, en particulier avec deux grands partenaires, que sont Millennium Vie Habitat, notre premier partenaire bailleur social, puis Eiffage Immobilier, qui est un promoteur avec lequel nous avons développé cette forme d'habitat dans l'habitat neuf. Voilà. On l'a fait avec d'autres, et c'est avec ces deux partenaires qu'on a pu travailler. Et donc, Réciprocité, qui est à l'initiative évidemment de ce concept, a été créé avec une ambition encore plus vaste, puisqu'en fait, notre objectif aujourd'hui, c'est de créer, imaginer, puis faire vivre des lieux qui créent des liens sociaux et intergénérationnels. Et cette ambition, on le fait à la fois dans l'habitat, on met en œuvre à la fois dans l'habitat, mais aussi à l'échelle des territoires. Ce qui fait que, dans les faits aujourd'hui, nous avons deux pôles métiers chez Réciprocité. On a des gens qui font des études, qui sont des experts, qui s'adressent à des bailleurs sociaux, mais aussi à des collectivités, pour construire soit une stratégie senior, parce que c'est un sujet de plus en plus important pour les bailleurs, soit une politique de l'âge à l'échelle d'un territoire auprès de collectivités locales, et qui travaille également avec des maîtres d'ouvrage sur des sujets de maîtrise d'usage, voilà, qui sont des sujets absolument essentiels aujourd'hui, non pas seulement sur l'habitat intergénérationnel, mais aussi sur des sujets d'habitat inclusif, sur des sujets de tiers-lieux, à l'échelle de quartier. Et tout ce pôle expertise représente une vingtaine de personnes aujourd'hui chez la Société, réparties sur 4 territoires, que sont Lyon, Paris, Nantes et Marseille, ce qui nous permet de drainer à peu près la France entière, et même un peu nos France, Luxembourg, Suisse, sur lesquels on a des opportunités. Et donc, le deuxième pôle métier, celui dont je parlais tout à l'heure, qui est ce métier de gestionnaire animateur, on a même enrichi, on a une trentaine de gestionnaires animatrices aujourd'hui dans l'entreprise, mais nous avons également 4 exploitants de tiers-lieux qui travaillent dans des lieux un petit peu différents, puisque nous ne sommes pas dans des résidences intergénérationnelles, mais dans 4 tiers-lieux qui se situent au cœur de zones d'aménagement concerté, donc de quartiers, de projets urbains, qui sont plutôt centrales et qui se situent voilà, dans des métropoles françaises, Paris, Lyon, Montpellier et La Rochelle, pour ne pas les nommer. Et donc, ces tiers-lieux ont non seulement vocation à créer du lien social dans le territoire, mais aussi à apporter des services de proximité aux habitants de ces quartiers. Donc là, on est sur un projet très différent, où on a toutes les vertus sociétales qu'on a incorporées dans nos résidences intergénérationnelles, et où en plus, on apporte une dimension service de proximité, ce qui nous permet de nous adresser non seulement à des habitants, mais aussi à des salariés et aussi à des passants, hein, qui fréquentent les quartiers dans lesquels on s'installe, et à tous les gens qui veulent venir et bénéficier de ces services et de ces activités. Et donc, dernière chose, nous avons également créé une école de formation qui nous permet de former des partenaires à la gestion et animation d'espaces intergénérationnels inclusifs. Donc, c'est une transmission de notre savoir-faire constituée depuis des années grâce à ce métier de GA, à des partenaires bailleurs notamment. Et cette offre de formation, elle me paraît être extrêmement porteuse, puisque le message qu'on souhaite envoyer aux bailleurs, c'est: vous êtes aujourd'hui gestionnaire de patrimoine, devenez également gestionnaire de liens, et c'est de plus en plus que les collectivités vont attendre de vous, puisque dans le patrimoine des bailleurs, il y a une proportion de personnes âgées de plus en plus importante, et que pour traiter cette problématique-là, je pense, et je fais ce vœu, que le personnel des bailleurs devra être de plus en plus formé à l'accompagnement des fragilités liées à l'âge et à la manière de créer des liens et des formes de solidarité entre les personnes vieillissantes et les autres. Pourquoi cette offre de formation? On y croit beaucoup et on a même lancé, je termine là-dessus, un réseau qui s'appelle le réseau de l'habitat intergé pour habitat intergénérationnel, dans lequel on invite tous les bailleurs, mais également les mutuelles, les promoteurs, tous les acteurs de l'habitat à nous rejoindre pour rappeler à nos pouvoirs publics l'importance de l'habitat intergénérationnel comme l'un des piliers de l'accompagnement de la transition démographique. Lorsque vous avez eu l'idée de l'habitat intergénérationnel, c'est vous après qui bon, l'avez conçu, j'imagine, enfin conçu, j'imagine, un pré-projet, un projet, etc. C'est vous qui êtes allé voir les promoteurs et les bailleurs.
Oui, tout à fait. Alors, la Et, genèse de... Oui, et allez-y. comment, en fait, et comment est-ce qu'ils vous ont accueilli au début? Alors, la genèse de Réciprocité, c'est d'abord une rencontre avec notre président et le président d'un bailleur social, Ronald Pain, qui s'appelait Solar, qui, sur la base de ce constat partagé, d'agir pour le vieillissement de la population, mais aussi en faveur des personnes paupérisées dans l'habitat. Donc, sur cette base, on réussit à se rencontrer et le bailleur en question, qui est une filiale de l'Union Habitat, a permis à Réciprocité d'éprouver ses méthodes d'assistance à maîtrise d'usage et de gestion animation sur un premier sujet. Donc pour vous répondre, au départ, on a été accueillis avec courtoisie par plein de gens, puisqu'on a rencontré plein de gens, mais seul l'un d'entre eux, voilà, nous a donné cette chance, qui est cette fameuse première chance dont chacun d'entre nous doit bénéficier à un moment pour pouvoir ensuite lancer une idée et en faire un projet. Donc le point de départ était celui-là. Et quand on a fait la démonstration que non seulement ça marchait, cette cohabitation intergénérationnelle, mais elle était peut-être encore plus riche que ce que nous pouvions imaginer, et qu'elle répondait même à des fragilités que nous n'imaginions pas alors, puisqu'en fait on a touché à des sujets de paupérisation, voilà, extrêmement importants, des questions d'addiction, des questions de violence intrafamiliale également. Alors on n'a évidemment pas réglé tous les problèmes, mais en installant comme ça des personnes dont la vocation était de créer du lien social dans l'habitat, ben on s'est retrouvé confronté à toutes les problématiques que peuvent connaître notamment l'habitat social, mais en réalité aussi l'habitat privé. Et force est de constater que les liens de solidarité qu'on a créés dans ce premier objet ont été tels qu'elles ont intéressé beaucoup de monde. On a eu deux, trois reportages télé. Ah oui, Voilà. d'accord. Oui, je Et comprends. ensuite, on a fait des émules et les autres ont commencé à nous écouter un peu plus. Mais c'est toujours une bataille hein, d'être écouté de nos partenaires. Oui, ils ont eu le bénéfice, un des bénéfices secondaires qui est, on va dire, une résidence plus apaisée, Pacifié, quoi. tout à Plus fait, apaisée, tout à fait, plus tout à apaisée. fait. J'ai apaisé parce que j'étais avec un ami pour voir comment ça faisait. D'ailleurs, j'ai exfiltré dans un bailleur social à Nantes. C'était la cata. Et donc, je vois vraiment, je vois le concept. La question, c'est maintenant suivante, c'est est-ce que c'est une demande en fait? Est-ce qu'il y a une vraie demande, une attente de l'habitat intergénérationnel de la part des promoteurs et des bailleurs? Alors, je, je réponds à votre question en répondant à une autre. Il y a déjà une demande citoyenne. De plus en plus, notamment parmi la nouvelle génération de personnes âgées, qui sont maintenant les papy boomers, qui sont très différents de la génération silencieuse qui les précède, qui est celle de leurs parents. Je pense qu'ils ont une aspiration pour leur vieillissement qui est très différente de celle de leurs parents, qui correspondent plutôt à la génération des grands-parents, si possible. Et cette aspiration-là, elle est notamment de ne pas vivre isolé et de ne pas représenter, ou de représenter le moins possible, un poids pour la famille, pour des tiers, avec cette volonté de pouvoir vieillir le plus longtemps possible chez soi grâce à des formes de solidarité nouvelles. Donc ça, c'est vraiment une aspiration de la nouvelle génération de personnes âgées qui va s'installer dans l'habitat. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc, de cette aspiration citoyenne dont les collectivités se font le relais, je pense que le deuxième acteur très important, c'est les collectivités locales, parce qu'évidemment, les personnes, vieillissantes ou pas d'ailleurs, elles vont dans le bureau du maire quand elles ont des choses à exprimer. Et elles leur disent, ben voilà, pour ma vieillesse, dans quelle forme d'habitat je vais pouvoir installer, je veux pas aller dans l'EHPAD, moi, monsieur le maire, et je veux surtout pas y aller trop tôt, et je veux qu'il existe des formes d'habitat intermédiaires et transitoires dans lesquelles je pourrais m'installer. Et donc, cette attente des citoyens, qui devient l'attente des collectivités locales, elle s'exprime ensuite de plus en plus chez les partenaires des collectivités locales, donc à commencer par les bailleurs sociaux et de plus en plus également les promoteurs, puisque ce qui devient une nécessité pour les collectivités le devient également pour des porteurs de projets qui souhaitent développer de l'immobilier et de l'habitat qui correspondent aux attentes de l'époque. Et je dirais que l'État commence à jouer son rôle aussi sur ces thématiques, puisque à travers la loi Elan et la naissance de l'habitat inclusif, qui est un dispositif qui a été initié par la loi Elan, qui correspond à des formes d'habitat qui permettent d'inclure des seniors ou des personnes handicapées et de les veiller à travers ce qu'on appelle un projet de vie sociale et partagée. Et vous retrouverez là, je pense, des similitudes avec ce
qu'est notre projet qu'on a créé il y a 12 ans. Or, la loi Elan date de 2017, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même après. Donc, en fait, la loi a rattrapé finalement la réalité aujourd'hui. Et à travers l'habitat inclusif, nous pouvons, nous et nos confrères, et il y en a de plus en plus, être financés à travers la solidarité nationale, pour m'appeler ainsi, à travers la subvention, de manière durable sur ces missions qui sont aujourd'hui, pour l'essentiel, non monétisées, en tout cas, pas auprès de nos bénéficiaires. Ce qui est important de dire, c'est que dans l'habitat social aujourd'hui, l'habitat intergénérationnel social, ça coûte 0 € de plus aux locataires que ce que leur coûte leur logement. Et selon moi, ça doit continuer d'être le cas. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas récupérer sur les charges l'organisation, enfin, par exemple, le salaire de la gestionnaire animatrice, c'est ça, entre autres. Alors, on pourrait trouver des dispositifs pour le faire, voilà, au sens réglementaire. On peut tordre la règle pour le faire, même si aujourd'hui, objectivement, les règles de l'habitat social ne permettent pas réellement de récupérer des charges telles que celles dont on parle auprès des locataires. Mais c'était surtout, et ça reste encore aujourd'hui, un principe philosophique de notre point de vue. Pas de dogme à ce que demain, des projets d'habitat auprès de personnes qui en ont les moyens euh, puissent être financés par les bénéficiaires. Voilà, ça existe déjà, ça continuera d'exister. Réciprocité pourrait faire partie de ces acteurs demain. Dans l'habitat social, il me semble extrêmement important que cet habitat intergénérationnel qu'on va continuer de développer soit le moins coûteux possible et en l'occurrence gratuit, voire même permettre de faire des économies à travers la solidarité qu'on va créer entre les personnes, l'organisation de repas partagés, notamment d'achats groupés, à des personnes qui, D'accord, sincèrement, sont en difficulté sociale, quoi, pour bien beaucoup sûr, d'entre elles. bien sûr. Si on se projette en 2030, votre projet en 2030, enfin, votre concept en 2030, c'est quoi? Alors, c'est une excellente question. Ça me permet de rentrer plus avant sur la notion de réseau dont je parlais tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui, grosso modo, 30 résidences intergénérationnelles qui sont gérées et animées par réciprocité à l'échelle nationale. Déjà, première vocation, peut-être que nous pourrons en développer à l'international. On a des pistes sur des pays limitrophes. Objectivement, en Europe occidentale, pour parler d'elle, je pense qu'il y a d'autres pays qui ont été d'ailleurs pionniers par rapport à ce qu'est la France, d'autres qui sont un peu plus en retard, qui peuvent accueillir ces formes d'habitat. Donc, avec humilité, c'est un sujet qui peut être un sujet d'avenir, puisque votre question me pousse à fantasmer. Deuxième réponse, celle de dire qu'on va changer un petit peu de paradigme, je pense, progressivement chez Réciprocité. On va continuer de gérer et animer les projets, mais en même temps qu'on va faire ça, on va essaimer ces projets de résidence intergénérationnelle en s'appuyant sur les partenaires locaux que sont les bailleurs, les collectivités, et en leur disant, bailleurs, collectivités, pourquoi pas bailleurs privés demain, faites-le vous. On vous aide, hein, on se met en réseau et on vous transmet notre savoir-faire, nos outils, et on permet même aux gens qui vous représentent et aux gens qui vont animer les projets d'habitat intergénérationnel dont vous serez responsable de bénéficier de cette communauté de praticiennes qu'on a en place aujourd'hui, puisqu'on a 30 salariés qui font de la gestion d'animation chez Réciprocité, et ça va continuer d'augmenter. Donc on vous accueille, on accueille votre personnel, on les forme, et ensuite elles bénéficieront de tout le travail collectif qui est fait autour de ce métier. Par contre, c'est vous qui en assumez la responsabilité. Et ce faisant, je pense qu'on peut, un, massifier cette forme d'habitat, et deux, être de plus en plus écouté par les pouvoirs publics dans la prise en charge nécessaire de ces formes d'habitat qui ne correspondent pas à la prise en charge de la dépendance et du très grand âge, mais qui constituent un acte de prévention absolument indispensable vis-à-vis du vieillissement de la population, qui ensuite deviendra effectivement dépendante, comme on le sait. Et cette action de prévention, je pense qu'elle doit devenir centrale dans nos politiques publiques. Une question qui me vient, l'habitat intergénérationnel, tel que vous le voyez, c'est forcément des nouveaux habitats, des nouvelles constructions, ou est-ce qu'un bailleur peut venir vous voir en disant, voilà, j'ai une résidence qui existe déjà, transformez-la, ou aidez-moi à la transformer en habitat intergénérationnel. C'est et ce sera une nécessité. Donc, on a commencé notre histoire dans l'habitat existant, dans l'habitat D'accord, constitué, d'accord. puisqu'on a commencé avec des bailleurs sociaux et que la première question qui nous a été posée donc, à l'époque par le bailleur Solar en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est comment vous pouvez faire pour faire renaître de ces cendres faire renaître de leurs cendres les fameux locaux collectifs résidentiels qui ont préexisté dans le logement social qui date des années 60-70
et qui s'imposaient même aux bailleurs sociaux à l'époque, qui aujourd'hui ont pour beaucoup d'entre eux périclité, faute de moyens et faute d'engagement des personnes qui les ont animés autrefois. C'est absolument pas une critique, hein, c'est plutôt un état de fait. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est ça, c'est à trouver des locaux dans l'habitat existant D'accord, c'est et juste se ça, dire d'accord. qu'est-ce qu'on fait avec ces locaux existants. Je n'avais pas compris ça, d'accord. Donc, oui, on est en capacité de le faire. Et le dispositif d'habitat inclusif dont je parle aujourd'hui est tout à fait ouvert aux bailleurs sociaux qui souhaitent transformer l'usage d'une partie de leur patrimoine. Beaucoup de bailleurs aujourd'hui sont propriétaires de résidences autonomie, d'EHPAD, qui, pour certains d'entre eux, continuent d'être nécessaires et doivent être réhabilités pour garder cette fonction-là. Peut-être que d'autres sont réellement vieillissants et deviennent inadaptés aux besoins des territoires. Et nous travaillons aujourd'hui de plus en plus avec des bailleurs qui souhaitent transformer soit de l'habitat, mais aussi des résidences autonomie ou des EHPAD, en habitat intergénérationnel ou inclusif. Donc, pour répondre à votre question, oui, il faut absolument, dans un contexte où le zéro artificialisation nette et au-delà de ça, la nécessité voilà, de limiter l'artificialisation foncière, il faut qu'on puisse travailler en réhabilitation, et c'est le cas. Une conclusion, moi, un point que vous voulez rajouter. Alors, on peut conclure de différentes manières cet échange, mais je pense que ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, en tant qu'entreprise commerciale, homologuée, entreprise solidaire d'utilité sociale, c'est extrêmement important puisque nous sommes une entreprise engagée. Euh, tout, tout est dit dans ces deux mots, dans ces deux termes. En tant qu'entreprise engagée, il nous faudra de plus en plus pouvoir compter sur non seulement les pouvoirs publics, mais des partenaires financeurs pour accompagner une évolution, à mon sens, durable de la construction et de la réhabilitation et de l'adaptation, de manière plus générale, des territoires à la transition démographique. L'État fait une partie du chemin avec l'habitat inclusif. Je pense que ce chemin, nous sommes au milieu du gué. Il faut continuer et il y a des formes de financement qui, à mon avis, n'existent pas encore, auxquelles on doit réfléchir tous ensemble pour savoir qui, pour que ça ne pèse pas trop sur les bénéficiaires, qui finance ces nouveaux métiers, ces nouvelles formes d'habitat qui deviennent absolument indispensables, non seulement à la transition démographique, mais aussi à la cohésion sociale. Parce qu'en travaillant sur l'intergénération, on travaille, oui, pour les vieux, et on le sera tous, et c'est extrêmement important. On travaille aussi à la cohésion entre les générations et au fait que les jeunes, les moins jeunes et les très âgés se comprennent, échangent ensemble et continuent à faire société et à faire ville. Et ça, c'est à mon avis absolument essentiel. Super, merci David. David Ménard, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Réciprocité. Merci beaucoup. Merci Frédéric.